Vous avez raté un savoureux déhanché de nos invités sur cette petite musique. Il est 14h30. Merci d'être là avec nous sur Boursorama. Bourso Live, ça continue. C'est depuis hier, mais ça continue jusqu'à ce soir, plus de 19h. Du direct donc. Et on va parler de quoi? Des marchés américains. Parce qu'évidemment, ils nous font rêver et à juste titre. Alors d'accord, ok, c'est compliqué depuis le début de l'année pour les marchés au global. Il y a ce bear market sur le marché américain. Mais ça nous fait rêver. Les performances, évidemment, depuis maintenant plus de 10 ans, voire 20 ans. Les noms prestigieux, évidemment, General Electric, Tesla, Boeing, Apple, Amazon. Mais c'est vrai que pour l'investisseur français qui est tranquille chez lui devant son écran, pas facile d'investir sur les marchés US. C'est pas aussi facile que de jouer le CAC 40 et quand on joue, comme on dit, à domicile. Alors quelles sont les spécificités, les particularités à connaître pour l'investisseur, les erreurs à éviter, à ne pas commettre? On en parle avec nos invités. Bonjour Molly. Bonjour. Molly Doran, directeur au sein de l'agence de conseil pour les sociétés cotées Labrador. Je l'ai dit avec l'accent américain. Labrador. Oui, c'était parfait. C'est le même mot. Hein. Bonjour Louis. Bonjour David. Louis Yang, donc cofondateur du Café de la Bourse. On commence avec vous, Louis, ou qui veut commencer d'ailleurs au passage, mais juste qu'on plante un peu le décor pour les marchés, pour le particulier, pour l'épargnant qui nous regarde, qui n'a jamais osé franchir non pas le Rubicon, mais en tout cas l'Atlantique, pour aller investir sur ces marchés américains. S'il fallait un peu planter le décor, qu'est-ce qu'on dit comme ça d'emblée? On dit que c'est différent, voilà, il y a d'autres règles, d'autres coutumes, d'autres usages, d'autres créneaux horaires aussi, d'ailleurs, soit en passant. Oui, effectivement, il y a beaucoup de caractéristiques à connaître avant de se lancer sur le marché américain. D'ailleurs, le marché américain, peut-être que c'est bien aussi de le définir au départ, parce qu'on va souvent parler de Wall Street, donc la rue où il y a la principale bourse américaine, le NYSE, le New York Stock Exchange, et dessus, en fait, il y a justement les valeurs que vous aviez évoquées, qui sont cotées Boeing, Coca-Cola, toutes ces grandes marques qui nous parlent, mais les marchés américains, c'est pas que le NYSE, c'est aussi le Nasdaq. Mais le NYSE, pardon, c'est pas un indice, le New York Stock Exchange. C'est une bourse, c'est une bourse. Après, il y a des indices avec le Dow Jones, le Standard & Poor's 500, le Nasdaq 100. C'est ça, les trois gros indices. Exactement. Le Nasdaq, c'est les deux. C'est la deuxième bourse américaine. J'apprends même des trucs. Attendez, allez-y. Donc, c'est la deuxième bourse américaine qui est à Times Square, qui est aussi à New York City, et qui est en même temps un des principaux indices avec le Dow Jones et le S&P 500. Bon, encore une fois, il y a des préférences, enfin quand on démarre, pas une préférence, mais quand on démarre pour investir sur le marché américain, on conseille plutôt d'aller sur le Dow Jones, le Standard & Poor's 500, le Nasdaq c'est plus risqué évidemment, mais il y a des prédispositions. Qu'est-ce qu'ils font d'ailleurs les particuliers au global quand ils vont sur les marchés américains? Je pense qu'avant tout, il faut voir en fonction de son profil de risque. Est-ce qu'il y a un indice comme ça qui parle le plus aux gens? Le plus connu, c'est le Dow Jones. On sait bien que ce n'est pas celui qui représente le plus l'économie américaine, c'est le S&P 500. Et en même temps, celui dont on parle tout le temps, c'est Nasdaq, parce que c'est lui qui propose des performances, même si par rapport au point haut, on est quand même à 30% de baisse. Donc ça marche dans les deux sens. Oui, c'est bien ça. Dow Jones, c'est plus ancien, donc ça existe depuis 120 ans à peu près, même un peu plus. Mais il n'y a que 30 valeurs. Donc du coup, ça ne représente pas du tout le marché américain. Et lorsqu'on veut vraiment s'exposer, quand on est un particulier investisseur, qu'on débute, qu'on veut vraiment avoir une exposition assez large, on va aller sur les S&P 500, où il y a les 500 valeurs américaines qui représentent le plus l'économie américaine. Et le Nasdaq, on va être davantage sur les technologiques, mais pas seulement, parce qu'il y a d'autres valeurs que des valeurs technologiques qui sont cotées, qui sont dans l'indice Nasdaq. Mais ça va être principalement des valeurs de croissance, des valeurs growth. Voilà. Donc, on fait le parallèle avec le CAC 40. Donc, l'équivalent du CAC 40, c'est le Standard & Poor's 500. Pardon ? L'équivalent du CAC 40 en France, pour l'investisseur français qui veut s'exposer, encore une fois, aux grandes capitalisations américaines, il va plutôt sur le Dow Jones ou sur le Standard & Poor's 500 ? Je ne sais pas si l'équivalent, parce que le CAC 40, il y a 40 valeurs. Donc, il y en a 30. Donc, si on regarde au niveau, même si après, il y en a un qui est équipondéré, l'autre, c'est c'est la capitalisation qui va jouer. Donc, ça se rapproche davantage. Peut-être que les S&P 500, c'est peut-être plus le SFB 120, si on veut faire un parallèle avec le marché français. Molly, juste, vous en pensez quoi pour le particulier? Parce que Labrador, vous accompagnez essentiellement, je crois, les entreprises qui veulent se coter sur le marché américain. C'est une niche, encore que c'est une grosse niche. Pardon pour le... j'ai fait une blague sans le vouloir, niche chien Labrador. Mais non, mais voilà, les introductions, on a beaucoup parlé des introductions sur le marché américain qui sont moins florissantes aujourd'hui qu'elles ne l'ont été de par le passé. Qu'est-ce qu'on dit à ceux qui nous regardent, qui ont envie de s'essayer au marché américain et qui n'osent pas?
En fait, moi, je travaille beaucoup avec les sociétés qui sont déjà cotées. Donc, je travaille sur la communication, comment communiquer l'information le plus clair, le plus transparent, avec le plus clarté possible. Donc, pour les sociétés qui voulaient introduire en bourse, c'est un process qui dure assez longtemps. Et il y a beaucoup des étapes, mais c'est aussi, on a plus que 3000 sociétés cotées aux États-Unis et en France, beaucoup moins. Mais si on regarde le parcours boursier des IPO, des introductions en bourse en France, c'est pas depuis quelques mois exceptionnel. Le cru américain, comment ça se passe aussi? C'est un peu sinistré. C'est à vous que je parle, Molly, pour le coup, sur les IPO. Ça donne quoi? Moi, je ne suis pas sûre parce que je travaille uniquement... En amont, vous êtes en amont avec les sociétés pour les accompagner lors de leurs IPO. Elles ont été satisfaites, celles que vous avez accompagnées, oui, qui se sont introduites. Parlons de leur parcours boursier, puisque pour le coup, vous avez dû les suivre, j'imagine. Non, je travaille pas avec les sociétés avant... Et donc, vous, que je comprends bien dans le process, comment vous les accompagnez alors les entreprises? Moi, je accompagne sur la communication financière, donc vraiment sur le Universal Registration Document, l'équivalent, qui est on a 2 documents, par exemple le Proxy Statement et les 10K. Alors, on a peut-être perdu quelques personnes là, dans ceux qui nous regardent. Non, mais c'est l'idée de dire que, et c'est intéressant, la question d'ailleurs, c'est quelle source d'information. Je pense à celles de ceux, encore une fois, qui voudraient, en nous regardant, se dire, bah, tiens, il y a beaucoup d'IPO, d'introduction en bourse sur le marché américain, on voudrait en profiter, mais on n'ose pas y aller parce que, on en parlera avec Louis, mais il y a la question du risque de change, il y a la question du décalage horaire, il y a plein de questions à se poser. En termes d'information, quel site on va consulter, comment on a de l'info, et comment est-ce qu'on la digère quand on est, encore une fois, francophone et qu'on ne parle pas aussi bien anglais que vous, Molly? Moi, je pense qu'il y a plusieurs possibilités. Je pense qu'il faut commencer par les sites gratuits comme Seeking Alpha. Ils ont beaucoup d'informations sur les indices, sur les sociétés. Ils ont une rubrique dédiée aux actualités du marché. Aussi, il y a la possibilité, il y a des sites payants comme Bloomberg ou Stock Rover qui donnent beaucoup d'informations, mais c'est payant. Et aussi, ensuite, il y a des sites corporate et ils ont toutes les sociétés cotées en bourse ou qui veulent introduire sur le marché. Ils ont un site Relations investisseurs, comme en France, avec toute l'info ainsi que les dernières présentations dédiées aux investisseurs. Qu'est-ce qu'il faut regarder justement quels sont les documents clés qu'il faut regarder quand on s'intéresse à une IPO? Après, je reviens à Louis sur le marché, mais c'est intéressant aussi parce que beaucoup de gains ont été faits, encore une fois, il y a quelques mois, sur des IPO. En temps de marché boursier, haussier, on peut choisir n'importe laquelle. Et finalement, comme quand tout grimpe, c'est facile. En temps agité, il ne faut pas se tromper faut pas se tromper de... Donc, il y a 2 documents. Par exemple, on a le 10K et le Proxy Statement. Ouais, le 10K et le Proxy Statement. On a 2 documents aux États-Unis et vous avez un document, le Universal Registration Document. Mais le 10K est l'équivalent du RFA ou Universal Registration Document. Ça inclut, par exemple, les comptes consolidés, les principaux risques de l'entreprise et les résultats annuels. Le problème, on n'a pas encore arrivé avec des documents pédagogiques, avec des graphiques qui bien expliquent les résultats, par exemple. Ça reste un document assez sec, avec très peu de valeur ajoutée et qui aide le lecteur à mieux comprendre l'information, à la compréhension. En tout cas, donc on a plus d'informations. Il faut aller à la pêche aux informations, mais il y a plus d'informations potentiellement quand une société s'introduit sur le marché américain que sur le marché français. Oui, mais c'est moins structuré, c'est moins communicatif, c'est un peu plus...
Combien de sociétés vous avez accompagnées sur le marché américain, là, depuis 1 an ou depuis 18 mois? Quelques noms, et puis quelques noms, parce qu'on parle de... Moi, je travaille avec Moderna, je fais le rapport annuel, le rapport ESG, qu'on va parler, je pense, un peu après, et le proxy statement, qui est l'équivalent du brochure de la convocation. Donc, vous avez les résolutions, la gouvernance et la structure, la rémunération. Et ce qui est très important aux États-Unis, c'est la rémunération. On a des salaires 10 fois plus hautes que les salaires en France. Et c'est intéressant parce qu'ils ont l'obligation de publier les 5 salaires les plus hauts de la société. Et c'est en fait, le proxy statement, c'est beaucoup plus pédagogique que le 10K. Il y a beaucoup de graphiques qui expliquent la philosophie. Après, la philosophie, c'est comment on rend la monnaie. Donc, c'est beaucoup plus clair. Ouais. Louis, on parlait des IPO, des introductions en bourse. Quand on s'intéresse au marché américain, est-ce que c'est la bonne clé d'entrée que de commencer par les IPO? Mieux vaut commencer plutôt... Alors, les IPO, ce n'est pas la martingale. Effectivement, les dernières années, il y a eu vraiment un essor d'IPO. Comme vous le disiez, quand tout monte, c'est quand même plus simple. Ouais. C'est plus facile de miser sur le bon chameau et non pas le bon labrador. Donc, je pense qu'il faut vraiment analyser une IPO comme on analyse une société qui est déjà cotée en bourse. Il faut vraiment, comme on vient de le dire, regarder les documents financiers de la société et les analyser une par une en fonction de son modèle économique, de ses anticipations. Je pense notamment à l'essor qu'il y a eu sur les SPAC cette année passée. C'est derrière nous maintenant. Voilà, heureusement c'est derrière nous, mais ces coquilles vides, c'était quand même des investissements très risqués, très volatiles. Alors effectivement, moi je pense qu'il y a de quoi faire. Vu le nombre de sociétés américaines disponibles, cotées en bourse, qui ont fait leurs preuves dans la durée. Avant d'aller s'intéresser aux introductions en bourse. Exactement. C'est le deuxième étage de la fusée, les introductions en bourse. On peut dire ça, on va dire pour quelqu'un qui... quand on s'initie, qu'on commence, voilà, quand on s'initie, exactement. C'est pas on peut déjà, il y a de quoi faire sur le marché américain. Sur les risques de change, il faut expliquer, il y a la question des créneaux horaires, du risque de change. Ce sont des spécificités de marché qui sont différentes évidemment de ce qu'on a sur un marché européen et français. On va peut-être commencer par le créneau horaire qui est plus simple. Lorsque les marchés américains ouvrent le matin, là-bas, c'est l'après-midi ici. Donc il faut être conscient que si on veut traiter des valeurs américaines, on va pouvoir les traiter autour de 15h30 et les marchés là-bas vont fermer à 22h heure française. Donc il faut aussi être présent et disponible de manière un peu plus tardive que si on traitait Euronext Paris. Donc ça c'est le premier point. Voilà. Après, sur les de change, c'est intéressant. C'est important parce qu'on l'a vu sur les parités de change, il y a eu beaucoup de mouvements sur l'euro-dollar. Oui. Un euro qui a beaucoup baissé. Oui. On dirait un euro qui baisse, quand on achète des valeurs américaines, c'est tout bénef. Tout à fait. Parce dans ce sens-là. Oui, exactement. C'est-à-dire que là, on est dans une période intéressante pour l'investisseur français, parce que la devise de référence, c'est l'euro. Du coup, l'investisseur, lorsqu'il va aller sur des valeurs américaines, il va devoir convertir ses euros en dollars. Ouais. Donc, en fait, acheter des valeurs américaines, c'est finalement détenir du dollar. Donc, si le dollar s'apprécie par rapport à l'euro, c'est tout bénef pour le portefeuille boursier de... Ouais, depuis un an, c'était coup double. Jusqu'au point haut des marchés américains. Ouais. Il y avait à la fois le gain en tendance sur la bourse américaine, plus le gain de... On a eu 5 à 10%, je crois, de mémoire, ou facile, en gain de change sur le dollar. Tout à fait. Après, il faut regarder quand même plus large. Là, effectivement, ces derniers mois, depuis 2 ans, on va dire à peu près, c'est très positif. Si on regarde plus en arrière, les personnes qui seraient rentrées dans les années 2000, fin des années 2000, du coup, le risque de change était vraiment présent et a joué, à pénaliser la performance de leur portefeuille américain. Et si on est en marché baissier, en tout cas, on l'est maintenant depuis plusieurs mois, on se prend la baisse à la fois de l'indice, pour le coup, et dans le mauvais sens, l'effet de change qui est cumulatif. Tout à fait. Mais en sachant qu'il y a quand même des stratégies qui permettent d'éliminer le risque de change. Ça s'appelle une couverture. Ça s'appelle une couverture, exactement. Justement, l'été, c'est utile aussi, les couvertures. Louis, les moyens des plus simples aux plus sophistiqués, aux plus complexes pour s'initier et investir le marché américain. Il y a une palette. Encore une fois, il y a des actions en direct, il y a des SICAV, il y a des ETF, il y a des produits effets de levier. Enfin, voilà, il y en a pour tout le monde. Après, il ne faut pas se tromper, là, encore une fois, Oui, exactement. C'est très large. Il ne faut pas se tromper en fonction de ses connaissances, du risque qu'on est prêt à prendre, de son horizon d'investissement. Je pense que pour un débutant, qu'est-ce qu'on dit pour un débutant qui nous regarde, qui se dit peut-être il y a un point bas sur le marché américain. Pour moi, le débutant, c'est d'aller sur des ETF.
acheter un ETF qui traque un indice, comme on l'a dit. En rappelant un ETF, ce que c'est évidemment. Donc c'est un Exchange Traded Fund, donc c'est un tracker qui va répliquer les performances d'un indice boursier. Donc on prend un grand indice ou même un indice sectoriel, enfin ça dépend de ses anticipations. Et du coup, lorsque l'indice prend 2%, l'ETF schématise, va prendre 2%, même si après il y a des frais, il y a des spécificités. Via un seul titre, on détient en fait une exposition à l'ensemble d'un indice. Exactement. Voilà. Sur 500 titres, si on est sur le S&P. Via un seul titre, c'est tout l'intérêt de l'ETF. Un seul ordre en fait. On n'a qu'un ordre de bourse à passer. Donc je pense que ça c'est le plus simple. ETF sur quoi alors? ETF sur S&P 500. Sur le S&P 500. Pour être vraiment large, on va dire. Après, chaque investisseur va avoir des anticipations. Certains vont être plus growth tech, d'autres vont chercher peut-être de la value, d'autres du dividende. Donc il y a vraiment il y a de quoi faire avec l'essor des trackers qu'il y a eu ces dernières années pour vraiment aller chercher le produit qui correspond à sa stratégie. Un peu dans la même idée, les SICAV. Ouais. Donc, juste avant, sur l'ETF, Louis, on peut avoir un ETF aussi S&P 500 couvert contre le risque de change si on n'a pas envie de s'exposer, parce que finalement c'est très difficile d'avoir un point de vue sur une devise, et même je crois que la plupart des banquiers centraux admettent qu'eux-mêmes ne savent pas trop où vont les parités de change. Donc c'est pas nous à notre petit niveau qui allons le savoir. Tout à fait. Pour un investisseur particulier, plutôt que d'aller sur des produits dérivés pour faire sa propre couverture, il vaut mieux prendre un ETF qui élimine le risque de change des ETF. Mais c'est un coût. Oui, évidemment c'est un coût. Oui, No free lunch. No, never. Il faudrait quand même il faudrait l'inventer le free lunch quand même, non? Bon, quand on pense marché américain, on pense évidemment GAFA, même si beaucoup de GAFA ont vu leur valo corrigé. On peut avoir aussi quelles stratégies on peut avoir au-delà des GAFA, parce que c'est un peu, je sais pas, c'est l'arbre qui cache la forêt, mais il y a d'autres stratégies pour trouver des valeurs décotées, des valeurs moyennes, des valeurs qui versent plus de dividendes, comme ce qu'on peut avoir les small et mid cap en France. On a l'équivalent évidemment sur le marché américain. En fait, des valeurs à haut rendement. En fait, on peut tout faire comme sur les valeurs françaises. Ça va dépendre effectivement des stratégies. Dernièrement, là, on est dans un bear market, mais on va dire que jusqu'au début d'année, c'est les valeurs growth qui ont vraiment tiré les indices américains à la hausse, donc notamment les GAFAM. Mais si on veut maintenant chercher d'autres stratégies, on peut aller sur des valeurs décotées, sur du value. On peut évidemment aussi aller sur du dividende, notamment aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les aristocrates du dividende. Donc, il y a différents critères pour qu'une valeur soit qualifiée d'aristocrate du dividende, mais je pense que la principale à retenir, c'est que ce sont des valeurs qui, durant 25 ans, ont augmenté leurs dividendes. Non seulement versent du dividende chaque année, mais ont augmenté. Donc ça peut être une stratégie. On peut aller sur des small and mid caps aussi, mais là, je pense que pour quelqu'un qui veut s'initier, c'est aussi une étape d'après. Voilà. Je pense qu'il faut commencer par les large cap. Et après, éventuellement, il y a les IPO. Voilà. Non mais c'est vrai, on ne se lance pas n'importe comment dans les IPO. Ça me fait penser qu'il y a des questions, vous pouvez les poser évidemment en direct. Bourso Live, je regarde les questions. Où trouver les documents importants sur les sites des sociétés américaines? On l'a évoqué un petit peu ensemble, Molly, tout à l'heure, on va les redonner. Oui. Vous avez aussi la SEC, le SEC, qui Security est Exchange Commission, tout à fait, l'équivalent de l'AMF chez nous. Exactement, et ils ont un site qui est assez simple à naviguer, avec toute l'info comme le 10K, le proxy statement, aussi les earnings, donc les trimestriels qui sont filés, déposés. Ok. Autre chose sinon, Louis, sur cette question-là, sur les documents importants des sites sur les sites américains? On peut aller sur celui de la SEC, sur les sites corporate des entreprises cotées. Et après, effectivement, personnellement, j'aime bien Seeking Alpha. Il y a d'autres sites comme MarketWatch, CNBC. Enfin, il y a beaucoup de sites d'information financière, boursière disponibles. Après, c'est en anglais. On peut utiliser Google Translate, mais le mieux, effectivement, c'est si on se débrouille en anglais, il y a vraiment beaucoup de sources d'informations disponibles. Question sinon de Marie sur la fiscalité. Est-ce que la fiscalité des actions américaines est différente sur les plus-values et sur les dividendes? Alors, qui veut répondre? Je peux répondre, oui. Sur les plus-values, si on les détient via un compte titre, ce qui est, on va dire,
95% de la situation. Sur l'impôt de plus-value, c'est la même chose que des actions françaises. En revanche, pour les dividendes, il y a une différence, parce qu'il y a un prélèvement à la source de 15% réalisé aux États-Unis. Mais en sachant que, comme il y a une convention fiscale franco-américaine, on élimine les doubles impositions. Exactement. Du coup, il y a un crédit d'impôt à l'année N+1 qui va permettre. Ça crée un décalage pour le coup. Exactement, ça crée un décalage de trésorerie. Et sinon, après, la fiscalité des dividendes, c'est la même, c'est-à-dire l'investisseur particulier a le choix entre soit la flat tax à 30%, soit être fiscalisé au barème de l'impôt sur le revenu, plus les prélèvements sociaux. Et si on choisit cette option-là, on a une décote de 40% sur le montant des dividendes pris en compte. Bon, très bien. Il y a une question, je suis en train de la découvrir avec vous, je la comprends très bien, mais c'est pas grave. Sachant le poids des GAFA, est-ce que ça ne revient pas au même d'acheter un ETF Nasdaq et un ETF valeur US Techno? Louis, je ne sais pas qui veut s'y... Non, c'est... alors, oui, je vois l'idée aussi. C'est quoi l'idée alors? L'idée, c'est que voilà, on va jouer les valeurs tech. Oui, GAFA égale Nasdaq, c'est ça? Ouais. C'est ça la question. C'est le cas ou pas d'ailleurs? Non. Je pense qu'en fait, sur cette question-là, la tendance globale, c'est un peu le même thème d'investissement. Il y a quand même beaucoup de différences. Je pense qu'au niveau des ETF, il faut garder à l'esprit que même un ETF, deux ETF qui traquent le Nasdaq sont différents. Comment c'est possible ça? Justement parce que chaque émetteur va avoir des cas... Non mais à lambda près, à peu de choses près. Oui, mais par exemple, les frais vont être différents. Ça peut être des ETF qui capitalisent les dividendes ou qui distribuent les dividendes. Ah, mais ça, c'est un choix. On peut choisir soit un ETF qui capitalise, soit un ETF qui distribue. Et du coup, c'est deux ETF qui ont le même sous-jacent et qui sont différents. Bien sûr. Et lorsqu'on est sur un laps de temps, si on investit en bon père de famille à moyen long terme, ces écarts-là, qui peut-être sont pas gros à court terme, deviennent conséquents à moyen long terme. C'est intéressant. Investir sur le marché américain, est-ce qu'on peut dire qu'on investit en bon père de famille sur le marché américain comme on peut le faire en France? On a l'image que c'est plus risqué là-bas aux États-Unis, mieux rémunéré mais plus risqué. Vous en pensez quoi? Moi, je pense que c'est faux. Ouais. Je pense que c'est faux parce que... Non, mais c'est statistiquement, mathématiquement faux? Pour pas que ce soit juste une opinion? Non, c'est statistiquement. Si on prend les grands indices, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées sur 50 ans, 60 ans pour montrer la performance des actions par rapport à d'autres classes d'actifs. Et on voit que les actions, j'ai plus le laps de temps exact de ces études-là, mais sur 50 ans, je crois que le S&P 500, c'est quasiment 9% de rendement par an, alors que le CAC 40, on est autour de 8%. Donc, c'est quand même pas très éloigné. Oui. Mais ça fait quand même 1%. Oui, ça fait quand même une différence. 1% de plus par an. Sur 30 ans, sur 40 ans, ça fait une différence quand même. À la longue, ouais. Encore une question, comment disposer d'informations sur des valeurs américaines moins connues que les GAFA? C'est pour vous ça comme Molly? Je pense que c'est pour Valeurs moyennes ou plus spécifiques? Non? Qui veut répondre? Sur comment disposer d'informations sur des valeurs américaines moins connues que les GAFA. C'est facile d'avoir de l'info sur les GAFA, il y en a tous les jours. Comment on fait pour en trouver sur des valeurs qui sont moins en vue, moins emblématiques? Oui, c'est ce qu'on a. On revient, d'accord, ok. C'est ce qu'on a dit, je pense, tout à l'heure. Il faut aller déjà sur le site corporate de la société, qui a l'obligation de publier ces documents réglementaires qu'on a évoqués, et après aller sur les sites américains qu'on a cités. Et après, nous, au Café de la Bourse, on fait aussi justement des analyses... Allez, c'est l'instant promo. Qu'est-ce qu'on trouve sur le Café de la Bourse? On trouve justement des analyses de sociétés GAFAM connues, mais on va aussi aller chercher des sociétés moins connues ou moins tendance actuellement, avec des approches value, des approches dividendes, pour sortir un petit peu toujours de... C'est vrai qu'on a cette tendance à regarder les GAFAM, le Nasdaq depuis quelques temps. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on a oublié de dire sinon, Molly, sur investir sur les marchés américains? Il y a des choses que vous avez envie de dire cette table ronde touche à sa fin. Qu'est-ce qu'on a oublié de dire? On ne peut pas tout dire, mais l'idée c'est de donner un petit peu donner envie à ceux qui nous regardent, épargnants, investisseurs particuliers, de se dire tiens, je ne suis pas encore investi sur le marché américain, pourquoi moi aussi, pourquoi ne pas en profiter? Il y a une baisse des marchés, alors certes c'est très agité, très chahuté, mais il y a des points d'entrée sur longue période, ça peut être des points d'entrée intéressants pour des belles valeurs qui ont été un peu massacrées. Pour moi, c'est très intéressant les tendances en ce moment autour de ESG. Donc c'est vrai que vous avez dit qu'on pourrait en parler, on n'en a pas parlé. Oui, le environnement social et gouvernance, et le ESEF qui commence en... ESEF ESEF, c'est ESEF. Ouais.
En fait, les sociétés en France, maintenant, ils sont obligés de publier toute l'info autour de l'ESG. Ouais. Et maintenant, ils sont obligés de taguer les données. Donc, et en fait, aux États-Unis, on est moins en amont sur le côté ESG, mais on a la tendance de parler beaucoup de la diversité aux États-Unis. Nous, en fait, c'est légal de publier l'ethnique sur le board, les employés, etc. Donc, on est plus vers le social et les points sociaux. Nous, on est plus sur le E en Europe. On serait plus sur le E, tout à fait. et l'Amérique plus sur le S. Donc, c'est très intéressant de voir les différences en termes le fond et la forme d'information aussi. Bon, mot de la fin pour vous, Louis. Il y a des choses qu'on n'a pas tout dit, évidemment, mais qu'est-ce qu'on peut ajouter sinon en quelques mots? Oui, je pense que ce qu'on a dit actuellement, on est certes dans un bear market, il y a de la volatilité, mais pour un investisseur qui a envie de prendre le temps, qui a un horizon d'investissement long, il y a peut-être des points d'entrée intéressants à aller identifier sur des valeurs solides qui, du coup, ont retrouvé des niveaux de valorisation plus raisonnables sur les marchés. Bon, merci à tous les deux. J'espère qu'on aura, grâce à vous, levé quelques appréhensions, quelques freins à investir pour les investisseurs qui nous regardent, pour aller justement investir sur ce marché américain. Merci Molly. Molly Doran, directeur au sein de l'agence de conseil pour les sociétés cotées Labrador. Et merci à Louis Yang, cofondateur du Café de la Bourse. Merci à tous les deux. C'est fini pour cette conférence, cette table ronde. Boursorama continue bien sûr. Restez avec nous.